J'ai rendu visite à ma famille après l'armée, et j'ai été pétrifié en voyant les marques rouges sur les bras de grand-mère. Mes parents. Bonjour, je m'appelle Diana. Je suis rentré à la maison après l'armée en pensant que j'y trouverais la paix, peut-être même quelques sourires chaleureux. Au lieu de cela, j'ai trouvé le silence et des marques rouges sur les bras de ma grand-mère. Ils ont dit que c'était juste sa peau, que je surréagissais, mais ensuite j'ai trouvé la vidéo, les bleus, les documents falsifiés, les mensonges. Ma mère et ma sœur n'ont pas seulement essayé de m'effacer, elles ont essayé de l'effacer, elles. Et pendant des années, elles ont failli s'en tirer. Pourquoi une famille irait-elle si loin pour enterrer la vérité? Et pourquoi personne d'autre ne les a-t-il arrêtés? Le vent s'est levé juste au moment où je tournais dans la rue où j'ai grandi. Wichita Falls n'avait pas beaucoup changé depuis mon départ pour l'armée. Des jardins poussiéreux, des clôtures délavées, des porches avec des rocking chairs fatigués. Mais la maison au bout du pâté de maison, celle qui me semblait autrefois être le centre de mon univers, paraissait plus petite maintenant. Pas physiquement, mais émotionnellement, comme si elle avait rapetissé spirituellement. Ou peut-être que c'était moi qui avais grandi. 8 ans de déploiement, de caserne et de tempête de sable m'avaient étiré d'une manière que je ne pouvais défaire. La lumière du porche a vacillé quand j'ai monté les marches de l'entrée. Cette ampoule avait toujours vacillé. Papa disait que ça donnait du caractère à la maison. Il était parti depuis 5 ans maintenant. J'ai tendu la main et j'ai frappé. Pas fort. 3 coups fermes. Assez pour être entendu, mais pas assez pour avoir l'impression d'envahir. Pourtant, il a fallu trop de temps pour que quelqu'un ouvre la porte. Valora a ouvert, ma mère. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon serré, pas une mèche ne dépassait. Pas de câlin, pas de « bienvenue à la maison, ma chérie ». Juste un regard de haut en bas, puis un « tu aurais dû appeler avant » aux lèvres pincées. J'ai offert un faible sourire. Je ne voulais donner à personne une raison de disparaître. Elle s'est écartée. Je suis entré. Le salon paraissait plus propre, plus froid. La grande photo de famille qui était suspendue au-dessus de la cheminée avait disparu. Le vieux fauteuil inclinable où grand-mère s'asseyait avait été remplacé par une chaise en cuir rigide. Aucune odeur de rôti ou de cannelle, juste du désinfectant, comme si quelqu'un s'efforçait trop de garder quelque chose de stérile ou de caché. Elle est à l'étage, dit-elle, la voix plate. Elle dort. Je m'en doutais. Longue journée. Valora a haussé les épaules et a disparu dans la cuisine. Je suis resté là 1 minute de plus, observant l'arrangement inhabituel de choses familières. Elle ne m'avait pas attendu. C'était clair. Le dîner est arrivé vite. Isolda, ma sœur, était déjà assise quand je suis entré dans la salle à manger. Elle a levé les yeux brièvement, juste assez longtemps pour me remarquer. « Tu es de retour », dit-elle, comme si elle annonçait la météo. On dirait bien. Valora a apporté un plateau, poulet grillé, carottes rôties et du vin en cubi dans une carafe. Aucun couvert n'avait été mis pour moi. J'ai tiré une chaise. « Je pensais que tu serais fatigué après tout ce voyage », a dit Isolda en coupant sa viande. « Je ne t'attendais pas à table. »« Je ne suis pas fatigué », ai-je répondu. « Je suis à la maison. » Aucune d'elles n'a répondu. Pendant qu'elles parlaient des marchés immobiliers, de la fête prénatale de quelqu'un, de leurs plans pour le week-end, je suis resté assis en silence. Personne n'a posé de questions sur mon temps dans l'armée, sur ce que c'était que de rentrer à la maison. J'étais une ombre sous leur projecteur. À un moment donné, Isolda a gloussé à quelque chose que Valora a dit et a ajouté, « Eh bien, si tu m'avais dit il y a 10 ans que cette maison connaîtrait enfin un peu de paix, je ne t'aurais pas cru. » Elles ont ri toutes les deux. Pas moi. Après le dîner, elles ont laissé la vaisselle dans l'évier et se sont retirées dans le salon. Je suis resté seul dans la cuisine, fixant l'assiette à moitié mangée devant moi. Puis je me suis retourné, je suis monté à l'étage. Le couloir a grincé sous mes bottes. Ça n'avait pas changé. La porte de grand-mère était fermée. J'ai hésité. Ma main a plané au-dessus de la poignée. Puis je l'ai ouverte lentement. La pièce sentait légèrement la lavande et autre chose, quelque chose de métallique et d'anormal. Les rideaux étaient tirés. Elle était allongée sur le lit, le visage pâle, les yeux fermés. Sa respiration était superficielle mais régulière. Je me suis approché. Ses mains reposaient sur la couverture. C'est là que je les ai vues, des marques rouges et vives, certaines comme des zébrures,
d'autres comme des bleus, qui longeaient ses avant-bras. Je me suis penché, j'ai soulevé doucement la couverture. Sa peau, si fine, si fragile, en était couverte. Elle a bougé. Grand-mère, ai-je murmuré, ma voix prise entre la peur et la fureur. Ses paupières ont scié. Puis, presque trop bas pour être entendue, elle a marmonné, ne m'injectez plus. Je me suis figé. 1 million de pensées se sont battues pour faire surface. Qui a fait ça? Pourquoi? Depuis combien de temps cela se passait-il? Mais je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je me suis assise à côté d'elle, la regardant dormir, rejouant ce murmure encore et encore dans ma tête comme une chanson que je ne voulais plus jamais entendre. Était-elle sous sédatif? Était-ce de la négligence? De la maltraitance? Je ne savais pas, mais je savais que ce n'était pas normal. Je ne suis pas descendu en trombe. Je n'ai accusé personne. Pas encore. J'avais besoin de comprendre dans quoi je mettais les pieds. Ce n'était pas le champ de bataille pour lequel je m'étais entraîné, mais ça ressemblait sacrément à une guerre. J'ai ramené la couverture sur ses bras et je me suis penché pour l'embrasser sur le front. Sa peau était fraîche, sèche. Mes lèvres tremblaient. Alors que je me tournais pour partir, sa voix, petite et rauque, a de nouveau brisé le silence. Tu es revenu. Enfin. Je me suis arrêté. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose à l'intérieur de moi s'est fissuré. Mes pieds ne bougeaient plus. Mon souffle s'est coincé quelque part entre ma poitrine et ma gorge. Tu es revenu enfin, avait-elle dit. La fragilité dans la voix de grand-mère la nuit précédente avait un poids qui a persisté longtemps après que je sois retourné dans ma chambre. Le matin s'est glissé à travers les lattes des stores, projetant de longues ombres sur la moquette délavée. Je n'avais pas dormi. Pas vraiment. Je suis resté allongé sur les couvertures, les bras croisés sur ma poitrine, écoutant chaque craquement de la maison, le rythme familier des lattes du plancher sous les talons de Valora, le sifflement de la bouilloire en bas, les portes des placards qui s'ouvraient et se fermaient. Tout si ordinaire, mais rien de tout cela ne semblait plus sûr. Je me suis levé, j'ai passé de l'eau froide sur mon visage dans la salle de bain du couloir, et je me suis regardé dans le miroir. La peau sous mes yeux s'affaissait un peu plus qu'avant. Ma mâchoire semblait crispée même quand je n'y pensais pas. J'avais le visage d'une femme qui avait vu des déserts, la mort et des années d'ordre crier à travers des champs étrangers. Et pourtant, c'était cette maison qui m'avait endurci. En bas, Valora essuyait le comptoir de la cuisine quand je suis entré. Elle n'a pas levé les yeux. « Bonjour », ai-je dit. Elle a fredonné, pas tout à fait une réponse. « J'étais avec grand-mère hier soir », ai-je continué. J'ai remarqué qu'elle a des bleus partout sur les bras. Je me demandais. Elle est vieille, Diana. Valora s'est finalement tournée, les yeux vides. Sa peau fait des bleus si on la regarde de travers. Ce n'est pas ce que je. Tu es parti depuis longtemps. Tu ne saurais pas comment elle a été. La voilà. La première claque. Émotionnelle cette fois. Je dis juste que ça n'avait pas l'air d'être l'âge. Ça avait l'air de. Je me suis redressé. De quoi? De maltraitance? Sa voix est restée basse, trop mesurée pour être autre chose que calculée. Tu accuses ta propre mère de quelque chose maintenant? Derrière moi, j'ai entendu la voix d'Isolda couler comme du miel empoisonné au vinaigre. Tu interprètes tout de manière excessive. Comme toujours. Tu te souviens quand tu pensais que papa te trompait avec cette infirmière parce qu'il n'a pas répondu à un appel téléphonique? Ce n'était pas. Je me suis arrêté. Argumenter était inutile. La vérité n'avait aucune chance ici à moins d'être parée de témoins et de paperasses. Nous avons une routine, a dit Valora en versant de l'eau chaude dans une tasse. On s'occupe de grand-mère. Que tu débarques maintenant avec des accusations folles, c'est perturbant. Elle a marmonné quelque chose à propos d'injection. Ça aurait pu vouloir dire n'importe quoi. Elle marmonne des bêtises la moitié de la journée. La moitié du temps, elle ne sait même pas ton nom, et encore moins quel jour on est. Mon sang bouillait. Elle savait qui j'étais hier soir. Bien sûr qu'elle le savait, a ricané Isolda. Tu as toujours eu besoin que tout soit dramatique. C'est à ce moment-là que la sonnette a retenti. Une distraction que je n'avais pas demandée, mais que j'ai accueillie. Valora s'est ressaisie en un instant. Elle s'est dirigée vers la porte, lissant ses cheveux,
adoucissant son visage. Quand elle a ouvert, le changement était si frappant que j'ai failli rire, jusqu'à ce que je me souvienne que ce n'était pas drôle. « Sharon, Marlène, bonjour. » La voix de Valora s'est élevée dans ce ton chantant que je n'avais pas entendu depuis le dernier pique-nique de l'église. 2 femmes sont entrées, suivies d'une troisième que je ne reconnaissais pas. Elle portait un plateau de pâtisserie et une odeur chaude de vanille. Nous avons apporté des brioches à la cannelle, a rayonné l'une d'elles. On s'est dit qu'on allait prendre de vos nouvelles et de celles de Ruthie. Elle se repose, mais j'allais justement la sortir pour profiter du soleil du matin. Valora m'a regardé par-dessus son épaule. « Diana, veux-tu bien l'aider à la pousser jusqu'au porche ?» Ce n'était pas une demande. J'ai fait ce qu'on me disait, roulant le fauteuil de grand-mère dans le couloir. Elle a légèrement bougé quand j'ai ajusté sa couverture. Ses yeux se sont ouverts, ont croisé les miens une fraction de seconde, puis se sont refermés. Valora a accueilli nos invités avec du thé glacé et des serviettes soigneusement pliées. Elle adore les matins comme celui-ci. Elle est plus heureuse quand le soleil est de sortie. Elle a toujours eu la main verte, a dit Sharon. Ses bégonias gagnaient des rubans à la foire. Elle ne jardine plus, a répondu Valora en écartant une mèche de cheveux du front de grand-mère. Diana s'inquiète trop pour tout. Elle a toujours été comme ça. Je me tenais à côté de grand-mère en silence, un accessoire dans une pièce de théâtre. Elles ont bavardé sur les événements de l'église, les nouvelles du quartier et la météo. Personne ne m'a rien demandé. Quand j'ai essayé de parler, j'ai été soit interrompu, soit redirigé. J'étais une invitée dans ma propre lignée. Finalement, j'ai demandé, est-ce que quelqu'un d'autre a remarqué à quel point elle semble fatiguée? Elle est très groggy depuis que je suis arrivé. Marlène m'a jeté un regard, puis a haussé les épaules. Eh bien, elle a quoi, 87 ans maintenant? Ça fait juste partie du lot. Isolda a gloussé, sirotant son thé. Certaines personnes pensent que quelques bleus signifie que le ciel leur tombe sur la tête. Ça doit être épuisant. Elles ont ri. Pas moi. Après le départ des femmes, Valora a porté le plateau vide à la cuisine. J'ai suivi, ramassant tranquillement les tasses utilisées. La pièce semblait plus froide maintenant, malgré la lumière du soleil qui filtrait par les fenêtres. Alors que je rinçais les tasses, je les ai entendues avant de les voir, Valora et Isolda dans le couloir juste au coin. Elle ne reste pas longtemps, n'est-ce pas? La voix de Valora était à peine un murmure. La réponse d'Isolda a été plus froide que ce à quoi je m'attendais. Elle ne peut pas. Je suis resté immobile un instant, l'eau coulant toujours sur mes mains. Je l'ai coupée, j'ai séché les tasses lentement et je les ai remises sur l'égouttoir. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Pas une que j'ai criée à voix haute, pas une que j'ai écrite, mais une qui s'est enracinée profondément. Je ne serai pas chassé de cette maison. Je ne réagirai pas à l'instinct. J'attendrai, j'observerai, je documenterai. Elle voulait que je parte. Mais je n'étais pas la même fille dont elle se souvenait. Dans le besoin, trop émotive, doutant toujours d'elle-même. L'armée m'avait appris la discipline. L'Afghanistan m'avait appris la patience. Et cette maison était sur le point de leur apprendre ce qui arrive quand on pousse quelqu'un trop loin. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû, une main agrippée au bord du comptoir, l'autre toujours enroulée autour de cette tasse en céramique chaude. La conversation que je venais d'entendre tournait en boucle incessante. Elle ne peut pas rester. Ce n'était pas une discussion. C'était une décision déjà prise, mais pas par moi. J'ai rincé la tasse sous l'eau tiède, les séché lentement avec un torchon, puis les remis au crochet à côté de l'évier comme si je n'avais rien entendu. L'horloge de la cuisine tic-taquait doucement derrière moi. 21h23, je suis monté à l'étage, retournant dans ma chambre d'enfant, celle qui était la mienne, mais qui semblait maintenant appartenir à quelqu'un d'autre. Elles avaient peint les murs d'un beige stérile à un moment donné, remplacé mes livres par des bougies parfumées et de fausses plantes. Même le placard était à moitié vide, comme si quelqu'un s'était préparé à récupérer l'espace. Je me suis assise sur le bord du lit, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé. J'ai tapé l'ancien mot de passe, le même que grand-mère m'avait aidé à configurer des années auparavant, Ruthie 202. L'écran a chargé mon ancienne boîte de réception. Des centaines de courriels non lus. J'ai fait défiler, d'abord lentement puis plus vite, alors que quelque chose me taraudait l'esprit. Des demandes d'appels vidéo,
des dizaines, de la part de grand-mère, manquées, sans réponse. Des dates remontant à au moins 5 ans. Presque toutes pendant mon séjour à l'étranger. Toutes marquées, non vues. Une boule s'est formée dans ma gorge. J'ai cliqué sur l'une d'elles. La roue de chargement a tourné, puis m'a donné une erreur. Contact bloqué. Bloqué. Mon cœur s'est serré. J'ai ouvert les paramètres, vérifié la liste des contacts bloqués. Elle était là. Son nom, son courriel. Je ne l'avais pas fait. Je ne l'aurais jamais fait. J'en étais aussi sûr que je savais combien de rayures il y a sur le drapeau. J'ai cliqué sur les journaux système, quelque chose que j'avais appris à faire à l'époque où nous devions suivre les piratages pendant le déploiement. Ça n'a pas pris longtemps. L'adresse IP qui s'était connectée et avait modifié les paramètres correspondait au Wi-Fi d'ici. De cette maison. Valora avait empêché ma grand-mère de me joindre. Elle n'avait pas seulement négligé de me tenir au courant. Elle s'était assurée que grand-mère ne le puisse pas. Je suis resté assise, figée. Grand-mère n'avait pas cessé d'essayer. Elle avait essayé. Elle avait pensé que je l'avais abandonnée. Et c'était ma propre mère qui s'était assurée que ça en est l'air. J'ai serré la mâchoire et j'ai refermé doucement l'ordinateur portable. Mes mains tremblaient, mais ma tête était claire. J'avais besoin d'air, mais pas de l'extérieur. J'avais besoin de clarté, de vérité. Je me suis dirigé silencieusement vers le placard du couloir. La troisième marche qui craquait faisait toujours son bruit, alors je l'ai enjambée. L'armoire à pharmacie de Valora se trouvait dans la petite salle de bain de l'étage, en face de sa chambre. La porte était entr'ouverte. J'ai vérifié le couloir. Calme. La porte de la chambre d'Isolda était fermée. Lumière éteinte. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone, en faisant attention à garder le faisceau bas. À l'intérieur de l'armoire, j'ai trouvé des rangées de flacons étiquetés. À première vue, tout semblait organisé, professionnel, mais quelque chose clochait. J'ai pris un flacon étiqueté lorazépam, un sédatif puissant. L'ordonnance n'était pas au nom de grand-mère. Elle était au nom de Valora. Un autre flacon, alloperidol, un puissant antipsychotique souvent utilisé pour gérer des comportements extrêmes. Aucun des deux ne devrait se trouver à proximité d'une femme de l'âge de grand-mère à moins d'être prescrit par un médecin, et aucun ne correspondait aux médicaments listés sur la fiche de soins qu'elle avait scotché au réfrigérateur. Plus bas, derrière une boîte de pansements, j'ai repéré un mince dossier noir. À l'intérieur se trouvaient des papiers portant l'en-tête, évaluation du déclin cognitif, non jugé. Aucun nom de médecin, aucun en-tête d'hôpital, mais le nom de grand-mère était tapé en haut. En dessous, une note, pour initier le transfert complet de la tutelle, le sujet doit être déclaré incompétent. Maintenir la sédation constante. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas seulement de la mauvaise gestion. Ce n'était pas des soins trop prudents. C'était un contrôle prémédité. Elle montait un dossier, faux ou non, pour tout prendre à grand-mère. Et d'après ce que j'avais vu, elles y parvenaient. J'ai glissé le dossier sous mon bras, j'ai fermé l'armoire et je suis retourné dans ma chambre. J'ai tout placé soigneusement dans mon sac de sport, puis je me suis rassise. J'avais besoin de me recentrer. En ouvrant mon tiroir de chevet, j'ai sorti une petite boîte en fer blanc où j'avais gardé des souvenirs. À l'intérieur se trouvait un collier, une vieille et modeste chaîne en or avec un minuscule médaillon. Grand-mère me l'avait donné la nuit avant mon départ pour mon premier déploiement. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, une photo de nous, moi, à peine 20 ans, elle, forte, fière, me tenant comme si j'avais encore 5 ans. Je l'ai refermé doucement et l'ai serré contre ma poitrine. La dernière fois que je l'avais vue avant de partir, elle avait murmuré « Tu es la seule qui écoute ». Et je n'avais pas écouté, pas pendant des années. Mais j'écoutais maintenant, et j'allais faire en sorte que ça compte. Je me suis levé, j'ai regardé le dossier une dernière fois, puis j'ai attrapé mon téléphone. Mes doigts ont plané au-dessus du bouton d'enregistrement. Il ne s'agissait plus seulement de se sentir trahi. Il s'agissait de le prouver. J'ai appuyé sur enregistrer. Nous sommes le 10 mars, ai-je commencé, en gardant la voix basse. Je m'appelle Diana K. J'enregistre des preuves de suspicion de maltraitance de personnes âgées, d'abus de médicaments et de manipulation juridique impliquant ma grand-mère, Ruth Van Blit, à l'intérieur de sa propre maison. J'ai fait une pause. Mes mains ne tremblaient plus. Ma voix s'était stabilisée.
Tout n'est pas effacé, ai-je murmuré à l'objectif. Pas encore. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Après avoir terminé l'enregistrement, je suis restée assise dans le noir au bord de mon lit, le dos droit, le cœur étrangement calme. Mon corps voulait du repos, mais mon esprit avait d'autres plans. Chaque conversation, chaque regard, chaque remarque désinvolte de Valora et Isolda se rejouait avec une précision brutale. Vers 18h30 le lendemain soir, nous nous sommes à nouveau assises autour de la table du dîner. Valora avait fait du poulet au citron, mais ça aurait aussi bien pu être du carton. La conversation était légère, tout en surface. J'ai à peine goûté une bouchée. Grand-mère était à table, calée dans une chaise avec des coussins supplémentaires. Elle parlait peu, mais ses yeux, quand ils n'étaient pas embrumés, étaient occupés, à m'observer, à l'observer elle. Au milieu du repas, quelque chose a changé. Grand-mère m'a regardé, puis a regardé vers le couloir à droite de la table où se trouvaient les chambres d'amis. Pas de mots, juste un regard. Calculé, lent. Puis ses yeux sont revenus sur Valora, qui expliquait pourquoi les voisins d'un accent grave côté étaient trop bruyants pour un couple de retraités. J'ai hoché la tête comme si j'écoutais, mais mon esprit s'est fixé sur ce regard. Grand-mère ne dérivait pas ce soir. Elle essayait de me dire quelque chose. Après le dessert, la tarte en boîte de Valora et de la crème fouettée qu'elle ne fouettait jamais, j'ai aidé à amener la vaisselle à l'évier. Je ne me suis pas attardé pour bavarder ensuite. Je me suis excusé et je me suis dirigé vers le couloir. Après avoir vérifié que Valora et Isolda étaient toujours absorbées par ce qu'elles regardaient à la télévision, je suis entré dans la chambre de grand-mère et j'ai fermé doucement la porte derrière moi. La pièce sentait légèrement l'eau de rose et quelque chose de plus vieux, des draps qui n'avaient pas été bougés depuis des mois. Le placard était entrouvert. J'ai marché lentement vers lui, j'ai passé mes doigts le long du bord de la porte, puis je l'ai poussé pour l'ouvrir complètement. L'intérieur était bien rangé. Beaucoup trop bien rangé. Les chemisiers étaient suspendus comme des pièces de musée. Les chaussures alignées avec une précision militaire. Mais niché dans le coin, à moitié caché derrière une boîte de rangement en tissu, se trouvait un petit coffre-fort en métal. Il n'était pas verrouillé avec une clé mais avec un clavier, un code à 4 chiffres. Je l'ai fixé, puis je me suis agenouillé, mes mains tremblant légèrement, mon cœur battant régulièrement dans mes oreilles. D'abord, j'ai essayé l'anniversaire de grand-mère. Les chiffres ont clignoté en rouge. Refusé. Je me suis rassise, confuse. Puis une pensée est venue, vive comme l'éclair. J'ai entré mon propre anniversaire. Le coffre-fort s'est ouvert d'un clic. À l'intérieur se trouvait une pile de papiers, certains jaunis par l'âge, d'autres plus récents. Je les ai sortis avec précaution. Un dossier manille était sur le dessus, étiqueté « Maison », titre original. En dessous se trouvait une douzaine de lettres, manuscrites, adressées à moi. J'ai ouvert la première. L'écriture était tremblante mais indubitablement la sienne. Madiana, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu te le dire à temps. J'ai toujours eu confiance en toi pour voir au-delà de ce que les autres font semblant de ne pas voir. Je n'ai cédé la maison à personne, quoi qu'elle dise. J'ai dit non à chaque fois, mais elle n'arrête pas de demander. J'ai dégluti difficilement. Sous les lettres se trouvait une clé USB. Je l'ai reconnue, une que je lui avais envoyée des années auparavant pour stocker des photos de famille. Il y avait un post-it attaché, pour toi. Écoute avec des écouteurs. J'ai glissé la clé USB dans ma poche, j'ai replié les lettres dans le dossier et je me suis assise par terre, les jambes croisées, les documents étalés devant moi comme une carte de champ de bataille. J'ai lu 2 autres lettres, puis j'ai regardé le titre de propriété de la maison. Mon nom n'y figurait pas, mais celui de Valora non plus. La signature de grand-mère était là, clairement la sienne, non falsifiée, non contrainte. L'acte original lui appartenait toujours. J'ai sorti mon téléphone, j'ai branché la clé USB avec un adaptateur, et j'ai ouvert le seul fichier vidéo qu'elle contenait. L'écran s'est allumé. Grand-mère était assise dans cette même pièce, calée contre ses oreillers, l'éclairage faible. Sa voix était feutrée. Elle n'arrête pas de me demander de signer, dit-elle. Mais je ne le ferai pas. Pas encore. Pas tant que je suis encore moi-même. Elle a regardé hors champ pendant une seconde. Ses mains agrippaient un morceau de papier que je ne pouvais pas voir. S'il arrive quelque chose et qu'elles disent que j'étais d'accord, c'est un mensonge. Je ne leur ai jamais donné cette maison.
Je ne leur ai jamais donné la permission. Je ne leur ai jamais donné ma confiance. La vidéo s'est terminée. Pas de drame. Juste une vieille femme fatiguée qui refusait d'être effacée. J'ai fermé les yeux, respirant à travers une rage profonde et silencieuse. C'était une chose de suspecter, de se demander, de questionner, mais ceci était la confirmation. Les bleus, les courriels bloqués, les sédatifs, le silence forcé, tout cela était une stratégie, et j'avais le manuel entre les mains maintenant. Un souvenir m'a assailli. La nuit de mon arrivée, quand grand-mère avait murmuré, « Si tu la vois, prends les papiers. » Ne te tais pas, ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas de la démence. C'était une femme qui criait à l'intérieur de la seule manière qu'elle le pouvait. J'ai tout rassemblé et je l'ai glissé dans mon sac à dos. La maison était silencieuse quand j'ai ouvert la porte pour quitter sa chambre. La télé était toujours allumée, le volume bas. J'ai marché prudemment, chaque latte de plancher mémorisée, chaque craquement évité. De retour dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte derrière moi et je me suis assise à mon bureau. Elle pensait que je ne découvrirais rien. Elle pensait qu'elles avaient enterré la vérité si profondément qu'elle ne referait jamais surface. Elle pensait que j'étais encore cette fille qui pleurait dans la buanderie quand Valora lui criait dessus pour avoir laissé du dentifrice dans l'évier. Elles avaient tort. J'ai ouvert la fermeture éclair du sac à dos et j'ai sorti la clé USB, les placée dans une autre cachette. Puis j'ai pris une photo du titre de propriété de la maison, des lettres, du post-it. J'ai tout envoyé sur un disque sécurisé. Puis je l'ai sauvegardé sur un autre. Je ne laissais rien au hasard car il ne s'agissait pas seulement de récupérer les droits de grand-mère. Il s'agissait de récupérer les miens aussi. Elle m'avait rayé du récit, mais je n'avais pas fini d'écrire. Alors que je pliais les lettres, mon téléphone a vibré. Un texto d'Isolda. Ne te couche pas tard. Nous avons des visiteurs demain. J'ai fixé le message une seconde, puis j'ai répondu, bien sûr. Je ne voudrais pas manquer la performance. J'ai retourné le téléphone face contre table. Alors que j'attrapais les documents une dernière fois pour les rangers en lieu sûr, j'ai entendu un doux carillon provenant du fichier vidéo toujours ouvert sur mon ordinateur portable. La voix de grand-mère a résonné, basse et stable. Toi seul peux les arrêter. Je n'ai pas dormi la nuit après avoir trouvé le coffre-fort. Au lieu de ça, je suis resté éveillé à rejouer les mots de grand-mère dans la vidéo, sa voix tremblante mais stable. Toi seul peux les arrêter. J'ai écouté cette phrase plus de fois que je ne pourrais le compter. Au moment où le soleil a percé à travers les rideaux le lendemain matin, quelque chose à l'intérieur de moi s'était mis en place. Il n'y aurait plus de silence. Je me suis levé, je me suis brossé les dents, j'ai enfilé un t-shirt usé et je me suis assise à mon bureau avec un plan qui se formait. D'abord, j'ai fait 2 copies de tout, la vidéo, les lettres, l'acte de propriété. J'en ai téléchargé une sur un disque crypté et j'ai sauvegardé l'autre sur une clé USB que j'ai glissée dans la semelle de ma botte. J'ai gardé une 3e copie sur une carte séparée, cachée dans la doublure de mon portefeuille. La redondance n'était pas de la paranoïa. Plus maintenant. En fin de matinée, la maison bourdonnait. Valora se préparait pour une autre de ses réceptions du dimanche, un brunch qu'elle organisait 2 fois par mois pour maintenir les apparences avec les voisins. Elle servait toujours des œufs mimosa et souriait un peu trop largement quand les gens complimentaient la maison. Vers 11 heures, je me suis glissé dans le jardin. J'ai trouvé Isolda debout près des rosiers, en pantalon de yoga et polaire légère, coupant les fleurs fanées avec le genre de précision qui vous donnait la chair de poule. Ses mouvements étaient lents, délibérés, trop contrôlés. Elle n'a pas semblé surprise de me voir approcher. Je sais tout, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Tu devrais arrêter maintenant avant que ça n'empire. Elle n'a pas bronché, a juste continué à tailler. Dramatique, même pour toi, a-t-elle dit, en laissant tomber une tige coupée dans un seau en plastique. J'ai des copies, ai-je ajouté. Vidéo, lettres, l'acte de propriété original. Je ne demande pas une confrontation. Je te donne une chance. Elle s'est retournée alors, m'a finalement regardé. Tu es partie trop longtemps, Diana, a-t-elle dit, la voix glaciale. Ce n'est plus ta maison. Tu as renoncé à ça le jour où tu as fait tes valises et disparu. Je suis parti pour servir ce pays. Elle a ricané. Tu as abandonné grand-mère. C'est nous qui nous occupions d'elle. Tu ne vas pas débarquer maintenant pour jouer les héroïnes. Tu appelles ça des soins, la droguer et essayer de lui voler sa maison.
Sa mâchoire s'est crispée. Pour la première fois, quelque chose derrière ses yeux a changé. De l'incertitude peut-être, ou de la peur, mais ça a disparu en un éclair. Si tu transformes ça en guerre, a-t-elle dit en se rapprochant, grand-mère n'y survivra pas. C'est ça que tu veux? La stresser jusqu'à ce qu'elle décline encore plus? Ne fais pas d'elle un dommage collatéral. Je suis resté immobile. Mes poings sont restés le long de mon corps. Je pouvais sentir mes ongles s'enfoncer dans mes paumes, mais je n'ai pas bougé. Tu penses vraiment que je vais reculer parce que tu la menaces, ai-je dit. Tu ne me connais pas. Je sais que tu veux te sentir comme la gentille, a-t-elle répondu, la voix sirupeuse. Mais tu es imprudente. Tu l'as toujours été. Tu penses que te battre compensera toutes ces années d'absence? Ces mots n'ont pas eu l'effet escompté. J'avais une armure maintenant. Une vraie armure, bâtie de culpabilité, de clarté et de tout ce que j'avais découvert. Je n'ai rien dit d'autre. Je suis juste rentré, passant devant Valora qui arrangeait un plateau de fruits dans la cuisine. Elle n'a pas levé les yeux, mais j'ai vu la tension dans ses épaules. Dans ma chambre, j'ai sorti la clé USB et l'ai insérée dans l'ordinateur portable. J'ai rouvert la vidéo de grand-mère. Cette fois, non pas comme une petite fille cherchant du réconfort, mais comme un témoin examinant des preuves. Sa voix a rempli la pièce. Si jamais j'oublie, s'il te plaît, souviens-toi que je n'ai jamais dit oui. C'est notre maison. La tienne aussi. J'ai mis la vidéo en pause et j'ai fixé l'écran. Ce n'était pas du sentimentalisme. C'était une déclaration. Légale ou non, c'était du pouvoir. J'ai ouvert un nouveau courriel, tapé l'adresse d'une vieille amie, Marie, un contact militaire qui s'était reconverti dans le droit après son service. Je ne lui avais pas parlé depuis des années, mais elle m'avait dit un jour, si jamais tu as besoin de faire remonter quelque chose dans la hiérarchie sans que ça se perde dans la politique, viens me voir. J'ai joint la vidéo, l'acte de propriété scanné et un court message. Marie, c'est une affaire de famille, mais c'est devenu dangereux. J'ai besoin de conseils et peut-être de renforts. Diana. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai ouvert un deuxième courriel à Alma. Je n'ai pas dit grand-chose, juste, j'en sais plus maintenant. J'ai des preuves. S'il te plaît, ne jette pas ces images de caméra. J'ai de nouveau cliqué sur envoyer et j'ai fermé l'ordinateur portable. Le reste de la journée s'est déroulé comme de la fumée. Le brunch était bruyant comme toujours, des rires dans tous les coins, le bourdonnement d'une vie bien orchestrée. Valora s'est mise en scène pour la foule comme en appuyant sur un interrupteur. Isolda a suivi, tenant des flûtes de champagne, souriant comme si elle ne venait pas de me menacer de chantage affectif. Je suis restée silencieuse, j'ai observé, j'ai écouté. Ce soir-là, après le départ des invités et le ronronnement du lave-vaisselle derrière moi, j'ai croisé Isolda dans le couloir. Elle tenait un livre, peut-être un accessoire, peut-être pas. Elle s'est arrêtée quand je suis passé. Elle m'a regardé de haut en bas comme elle le faisait quand nous étions adolescentes et qu'elle voulait me rappeler qu'elle serait toujours en avance. Tu perds ton temps, a-t-elle dit doucement. Ils ne te croiront jamais. Tu n'as aucun pouvoir ici. Je me suis penché plus près, j'ai baissé la voix juste assez pour paraître calme, mais pas petite. Si tu penses que je vais encore reculer, ai-je murmuré, tu ne m'as jamais connu. Puis je suis passé devant elle. Des pas assurés, la tête haute. Je suis passé droit devant elle. Ma voix résonnait encore dans le couloir, ferme, inébranlable, plus forte que n'importe quel cri que j'aurais pu pousser. Je n'avais pas besoin de volume. J'avais des preuves. Et maintenant, j'avais un élan. Le lendemain matin, avant que le soleil ne s'étire complètement sur le porche, j'ai attrapé ma veste et je suis parti par le portail latéral. Valora et Isolda dormaient encore ou faisaient semblant. Peu m'importait. J'avais besoin de voir quelqu'un qui ne sourirait pas à travers un mensonge. Alma a répondu à la porte avec un regard méfiant, serrant sa robe de chambre contre sa poitrine. C'est si grave que ça, a-t-elle demandé avant même que je dise un mot. J'ai hoché la tête. Pire. Elle s'est écartée, me laissant entrer sans poser de questions. Son salon était simple. Parquet en bois, un tapis délavé, des murs couverts de souvenirs encadrés. Alma ne parlait pas beaucoup, mais son silence était du genre à faire de la place à la vérité. Je sais que tu as une caméra qui fait face à notre clôture arrière, ai-je dit, m'asseyant sur son canapé fleuri. Tu as déjà vu quelque chose d'étrange?
Elle n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, elle s'est dirigée vers un petit meuble en bois, l'a ouvert et en a sorti une petite clé USB. Elle s'est retournée, la tenant dans sa paume comme si elle pesait plus qu'elle ne le devrait. J'ai vu trop de choses, a-t-elle dit doucement. J'ai pensé que tu devrais avoir ça. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai même pas enlevé mes chaussures. J'ai monté les escaliers 4 à 4, j'ai verrouillé la porte de ma chambre derrière moi et j'ai branché la clé dans mon ordinateur portable. Elle était là. Grand-mère sur le porche arrière, clairement bouleversée, clairement confuse, essayant de se lever de sa chaise. Valora se tenait au-dessus d'elle, criant quelque chose sur le fait qu'elle n'aidait jamais à rien et qu'elle avait de la chance qu'on te laisse vivre ici. Puis, sans hésiter, Valora l'a giflé violemment. Grand-mère a reculé comme si elle avait déjà été frappée. J'ai couvert ma bouche. L'horodatage datait de 2 semaines. Claire, non montée, indéfendable. Le genre d'image qui secourait n'importe qui ayant une conscience. C'est là que l'idée m'a frappé. Laissez-les jouer les autres polis. Laissez-les décorer la table avec de faux sourires et des tartelettes. J'apporterai la vérité comme pièce maîtresse. Cet après-midi-là, le brunch a commencé comme tous les autres. La table était dressée avec de l'argenterie qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis Thanksgiving, et l'odeur de quiche et de jambon glacé à l'érable remplissait la maison comme un mensonge chaleureux. Valora était dans son élément, saluant les voisins avec des blagues parfaitement synchronisées et complimentant leurs chaussures comme si de rien n'était. Isolda se tenait près du couloir, vêtue de rose pâle et de perles, riant avec un invité de son titre non officiel de « gardienne », comme si c'était une sainte croix qu'elle portait. Je me suis assise à l'autre bout de la table, observant tout. Chaque sourire en coin, chaque clin d'œil, chaque commentaire passif-agressif voilé de douceur. Valora s'est éclairci la gorge. Avant de commencer, je veux juste dire à quel point je suis reconnaissante pour vous tous, famille, amis. C'est difficile de s'occuper de quelqu'un qui ne se souvient même pas de qui vous êtes la moitié du temps, mais nous le faisons parce que nous l'aimons. Quelques personnes ont murmuré « Amen » et « Que Dieu vous bénisse ». Je me suis levé. Elle s'est figée au milieu de son toast. Je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez tous voir. La pièce est devenue silencieuse. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. La mastication a ralenti. Le sourire d'Isolda s'est crispé en quelque chose de moins répété. J'ai attrapé la télécommande et j'ai allumé la télévision intelligente. Mon ordinateur portable a instantanément mis l'écran en miroir. J'ai appuyé sur lecture. Pas d'introduction, pas d'explication, juste Valora à l'écran. Son visage tordu de fureur alors qu'elle giflait notre grand-mère. Des halètements ont rempli l'air. Quelqu'un a laissé tomber son verre. La vraie voix de Valora, pas la version de l'hôtesse, a tonné à travers les haut-parleurs. Tu es inutile. Pourquoi es-tu encore là? Quand la vidéo s'est terminée, je l'ai éteinte. Silence, puis chaos. C'est sorti de son contexte, a crié Valora, la voix aiguë et craquante. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle me disait ce jour-là. Rien ne crie plus le contexte qu'une gifle au visage d'une femme de 87 ans, ai-je dit. Un voisin s'est levé. Valora, est-ce que c'est réel? Isolda est intervenue, désespérée. Elle montre des choses. Elle déforme tout. Diana a toujours été dramatique. Elle est en colère d'avoir été exclue du testament, a ajouté rapidement Valora. Elle essaie de nous faire passer pour des méchantes. Elle déforme tout. Je n'ai pas demandé un centime, ai-je répondu. Pas une seule fois. Mais je vais vous dire ce que je vais demander maintenant. Des comptes. Le visage de Valora est devenu rouge. Elle a tendu la main vers la télécommande, mais je l'ai attrapée avant elle et l'ai glissée dans ma poche. Tu dois partir, a-t-elle sifflé, retenant à peine son sang-froid. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas ta maison, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Et je ne vais nulle part. Personne n'a rien dit. L'air était si lourd de tension qu'on aurait pu le découper au couteau. Les gens ont commencé à se lever. Quelques invités ont marmonné des excuses et se sont dirigés vers la porte, les yeux détournés. Ceux qui sont restés étaient du genre silencieux. Ceux qui ne parlaient pas avant d'être sûrs de quel côté était le plus sûr. Je n'avais pas besoin qu'ils parlent. Ils l'avaient vu, et ils ne l'oublieraient pas. Alors que le dernier invité sortait, Valora s'est tournée vers moi. Tu penses que ça prouve quelque chose, a-t-elle craché. Tu penses que ça te rend meilleur que nous?
Non, ai-je dit. Mais ça vous rend visible. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais aucun mot n'est sorti. Je suis passé devant elle pour retourner dans la chambre de grand-mère. Elle était assise près de la fenêtre, regardant le chêne en face. Je n'ai rien dit, je me suis juste assise à côté d'elle et j'ai pris sa main. Sa peau était fraîche, mais sa poigne était plus ferme que d'habitude. C'était bruyant là-dedans, a-t-elle dit, la voix fine mais stable. J'ai souri. Plus maintenant. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de me retourner. Je suis retourné dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je suis resté près de la fenêtre comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, mes nerfs étaient en feu. Le lendemain matin est arrivé avec des papiers livrés, bien sûr, par un coup à la porte d'entrée. Je l'ai ouverte en attendant le facteur. Au lieu de cela, une jeune femme en pantalon et blazer m'a tendu une enveloppe sans un mot et s'est éloignée. Elle n'avait pas besoin de parler. Le seau doré à l'extérieur me disait tout. Je l'ai ouverte à la table de la salle à manger avec Valora assise à 3 mètres de là, faisant semblant de faire défiler son téléphone. Elle n'a pas levé les yeux quand j'ai sorti la première page. Notification d'intrusion illégale, ai-je lu à voix haute. Émise par un conseil privé me déclarant occupante illégale. Valora n'a pas scié. Tu n'es pas sur le bail. Légalement, nous devions protéger le foyer. Je l'ai regardé, la mâchoire serrée. Tu veux dire protéger votre petit château de mensonges. Elle a souri, sereine comme un pasteur lors d'un pique-nique du dimanche. Si tu as des inquiétudes, tu peux toujours parler à notre avocat. Il y avait un autre document dans l'enveloppe, un que je n'avais jamais vu auparavant. C'était une déclaration notariée prétendument signée par grand-mère transférant la pleine procuration médicale et financière à Isolda. Il affirmait que j'avais, volontairement renoncé à ma responsabilité familiale par une absence prolongée, et que, rétablir ma présence pourrait causer une tension émotionnelle inutile. J'ai relu cette dernière phrase 3 fois. Elle me présentait comme une menace. Vous avez falsifié ça, ai-je dit, sans poser de questions. Valora s'est levée lentement, s'est dirigée vers l'évier et a rincé sa tasse. Prouve-le. Et c'est ce que j'allais faire. J'ai pris des photos du document, recto et verso, et les ai envoyées à un ami, Will, qui travaillait maintenant comme examinateur de documents pour un cabinet d'avocats à Austin. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, mais il me devait une faveur, et je n'ai pas hésité à la réclamer. Cet après-midi-là, je suis retourné chez Alma. Elle m'a accueilli avec le même regard qu'elle portait toujours, un mélange de sympathie et de force. J'ai encore une chose, a-t-elle dit, me conduisant à son petit bureau attenant au salon. Elle a ouvert un dossier et m'a tendu un tirage photo d'une image fixe de sa caméra de surveillance. L'image montrait Valora à la porte latérale une nuit avec un homme en blouse médicale roulant une mallette noire. Qui est-ce, ai-je demandé. Il n'est venu d'aucune ambulance, a dit Alma. Personne d'autre n'était malade. J'ai vérifié. Cette même nuit, votre grand-mère n'est pas sortie du lit pendant 2 jours. J'ai pris la photo, je l'ai retournée dans mes mains. Je connaissais cet homme. Il s'appelle Joel Carter, ai-je dit lentement. Il n'est pas médecin. C'est un notaire mobile. De retour à la maison, j'ai fait une recherche sur Google et je l'ai confirmé. Joel Carter avait une page Yelp pleine de critiques élogieuses pour des services de signature à domicile rapide, rien de près ou de loin lié à la médecine. Pas de numéro de licence, pas d'affiliation médicale. J'ai ajouté son nom à ma liste croissante de preuves. Le lendemain matin, je me suis rendu seul à l'hôpital régional, assez tôt pour que Valora et Isolda soient encore à la maison à nourrir leur complot. J'ai demandé des dossiers. Ils n'avaient pas le droit de me donner grand-chose, mais j'avais assez de liens familiaux dans le dossier pour accéder au registre des visites. J'ai demandé une fenêtre de temps étroite, une soirée spécifique que les images d'Alma avaient montrée. L'infirmière a imprimé le registre. Grand-mère avait été admise pour une chute, placée sous sédation cette nuit-là. On lui avait administré du lorazépam à 18h42. Joel Carter s'est enregistré à 19h13. Ils avaient fait venir un notaire pour faire témoigner une signature d'une femme lourdement médicamentée. Je suis resté dans le parking, serrant le papier comme s'il pouvait me brûler les doigts. J'ai appelé Will, qui a confirmé mes soupçons. C'est suffisant pour discréditer la validité du document. Ce n'était pas seulement contraire à l'éthique, c'est légalement nul. Peux-tu mettre ça par écrit, ai-je demandé. Tu l'auras dans 2 heures. Je ne suis pas rentré à la maison. Pas encore.
Au lieu de cela, je me suis rendu directement au bureau d'une avocate locale spécialisée en droit des aînés, Monica Stson, qui avait servi dans la garde nationale et se concentrait maintenant sur les droits des personnes âgées et l'AF. Rôde successoral. Je lui ai tout montré, vidéo, photos, registres, la procuration falsifiée. Ses yeux se sont plissés alors qu'elle cliquait sur mes fichiers. Ce n'est pas juste une querelle de famille, a-t-elle dit. C'est de la maltraitance, de la coercition et de la fraude civile. Vous avez fait vos devoirs, Madame K. Je vais déposer un rapport auprès des services de protection des adultes immédiatement, mais nous n'allons pas nous arrêter là. J'ai hoché la tête. Elle a continué, nous allons préparer une déclaration sous serment, demander un transfert de tutelle d'urgence et requérir une enquête formelle. Mais vous devez savoir que ça va devenir plus moche avant de s'améliorer. Je ne cherche pas le réconfort, lui ai-je dit. Je cherche des comptes. Il nous a fallu 2 heures pour rédiger les papiers. À ce moment-là, où il m'avait envoyé par courriel une déclaration notariée vérifiant les incohérences de la signature. Avant de quitter le bureau de Monica, j'ai signé ma propre déclaration sous serment. Mes mains stables, ma voix inébranlable. Alors que je sortais sur le parking, le vent s'est levé. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Isolda, tu veux vraiment que ça devienne nucléaire? J'ai fixé l'écran, puis j'ai répondu, c'est déjà le cas. Le lundi matin, les documents étaient déposés. Monica avait tout en ordre, la déclaration sous serment, les rapports médicaux, les preuves vidéo et la déclaration notariée de Will confirmant ce que je savais déjà au plus profond de mes os. Ce n'était plus seulement une querelle de famille. C'était une bataille juridique, et nous avions fini de jouer gentiment. Une semaine plus tard, le couloir du palais de justice sentait le produit à polir et la vieille sueur. J'étais assise à l'extérieur de la petite salle d'audience, les mains jointes sur mes genoux, regardant Valora et Isolda chuchoter avec leur avocat à quelques mètres de là. Elles étaient habillées comme si elles se rendaient à un déjeuner de charité, des pastels, des perles et les mêmes sourires mielleux qu'elles arboraient à chaque brunch. Mais leurs yeux ne croisaient jamais les miens. Elles savaient. Et pour la première fois depuis des semaines, je me sentais plus grande qu'elles deux. Quand l'huissier nous a appelés, la salle était silencieuse, stérile, une modeste salle d'audience lambrissée avec un seul juge, pas de jury, et une poignée d'observateurs curieux de la communauté des soins aux aînés. Monica est entrée à mes côtés, calme et posée, son sac bien fermé et sa posture impeccable. Valora a regardé le juge et a souri avec une chaleur répétée. Votre honneur, je voudrais commencer par dire que tout ceci est un malentendu. Les familles communiquent souvent mal. Le juge a hoché la tête lentement. Nous entendrons les deux parties, mais nous commençons par la requérante. Monica s'est levée, ferme et directe. Nous sommes ici pour présenter des preuves de manipulation juridique forcée, de maltraitance de personnes âgées et de transfert frauduleux de procuration. La documentation comprend des séquences vidéo, des dossiers hospitaliers et des témoignages oculaires. Le juge a haussé un sourcil. Oculaire? Oui, a dit Monica. Ruud van Vliet témoignera. Il y a eu une pause. Valora a tressailli. Le juge a fait un signe de tête vers la porte latérale. Faites-la entrer. La porte de la salle d'audience s'est ouverte, et 2 aides ont fait entrer grand-mère en fauteuil roulant. Son visage semblait fatigué, pâle, mais concentré. Ses yeux ont balayé lentement la pièce, puis se sont fixés sur les miens. Elle a cligné des yeux, et j'aurais juré que ses épaules se sont légèrement redressées. Le juge s'est penché en avant. Madame Vliet, vous souvenez-vous d'avoir signé une procuration à votre fille? Grand-mère n'a pas répondu tout de suite. Elle s'est déplacée lentement, puis a regardé Valora, puis Isolda, puis moi. Non, a-t-elle dit. Je n'ai rien signé. J'ai dit non. Un murmure a parcouru la salle. Je leur ai dit non, a-t-elle répété, sa voix se brisant mais plus forte cette fois. Elles m'ont donné quelque chose à boire, puis ont dit, signe juste ici, maman. Mais je ne l'ai pas fait. Valora s'est levée brusquement. Votre honneur, elle est confuse. Elle est sous sédative depuis des semaines. Le juge a levé une main. Vous aurez votre tour. Grand-mère a agrippé les côtés du fauteuil. Je ne leur ai pas donné ma maison. Je ne leur ai pas donné ma confiance. Et je ne leur ai certainement pas donné la permission de mentir pour moi. La salle d'audience est devenue silencieuse. Même le greffier a cessé de taper. Le juge s'est adossé, a pris des notes.
Nous allons consigner sa déclaration au procès-verbal. Poursuivons. Monica a présenté la vidéo de Joel Carter arrivant sous le couvert de soins médicaux. L'horodatage, les registres de sédation de l'hôpital et l'analyse de documents de Will concordaient tous. Chaque pièce s'emboîtait comme des dominos qui tombaient un par un. Elle n'avait plus aucune base sur laquelle se tenir. Valora avait l'air sur le point de parler à nouveau, mais Isolda a posé une main sur son bras. « Ne fais pas ça », les-je entendu murmurer. Son visage était devenu blanc, ses yeux rivés au sol. À la fin de l'audience, le juge a ordonné que la tutelle temporaire immédiate de grand-mère me soit transférée. Valora et Isolda ont été interdites de contact jusqu'à la conclusion de l'enquête. Il a également initié une enquête d'urgence sur la maltraitance de personnes âgées et la fraude documentaire. Après la séance, quelques journalistes qui avaient eu vent de l'histoire traînaient près des marches à l'extérieur. J'ai protégé le visage de grand-mère avec mon manteau pendant que nous traversions la foule. Mademoiselle K, aviez-vous prévu de rendre la vidéo publique? Que se passera-t-il si votre mère est reconnue coupable? Y a-t-il d'autres personnes impliquées? Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas parlé, mais j'ai serré plus fort la main de grand-mère. Ce soir-là, une petite chaîne de nouvelles locales a diffusé un reportage. Le présentateur a lu un prompteur avec une préoccupation détachée tandis que des images de Valora et Isolda défilaient à l'écran. Une femme de Wichita Falls accusée de maltraitance de personnes âgées par sa propre fille, une ancienne officier militaire, après la publication d'images accablantes. L'histoire a pris de l'ampleur. Les appels ont commencé à affluer au service de protection des adultes. Apparemment, d'autres familles étaient restées silencieuses sur des arrangements de soins à domicile similaires qui avaient mal tourné. Nous n'étions pas les seuls, juste les premiers à faire du bruit. Le petit cercle de Valora a commencé à s'effriter. Plus d'invitations à des brunchs, plus de textos du club de jardinage. Son Facebook a disparu. Les réseaux sociaux d'Isolda se sont éteints du jour au lendemain. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était grand-mère, en sécurité, visible et enfin entendue. Nous sommes rentrés tard cette nuit-là. Alma attendait sur le porche, une tasse de thé à la camomille dans chaque main. « Tu l'as fait » a-t-elle dit en m'en tendant une. « Je t'avais dit qu'elles étaient du mauvais genre de silencieuses. » J'ai hoché la tête. Ce n'est pas encore fini, mais ça a commencé. Nous nous sommes assises sur le porche, le vent frôlant doucement le vieux revêtement en bois. À l'intérieur, grand-mère s'est installée dans son fauteuil près de la fenêtre. Pour la première fois depuis des mois, elle n'a pas demandé où elle était. Elle a juste regardé les étoiles. La chaleur de juillet a déferlé sur nous comme une vague lente, lourde et épaisse. Au moment où nos pieds ont touché le béton chauffé par le soleil à l'extérieur du palais de justice, elle s'est accrochée à ma nuque et a fait coller le tissu de ma chemise à ma colonne vertébrale. Mais je m'en fichais. Grand-mère non plus. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, nous n'entrions pas dans une autre tempête. Nous en sortions d'une. Il avait fallu 3 longs mois pour en arriver là. 3 mois d'audience, de paperasse, de conversations chuchotées à huis clos, et trop de nuits où le sommeil était un étranger. Mais nous avions réussi. Nous étions toujours debout. La maison où nous sommes retournés n'était pas la même que celle que nous avions laissée. C'était autrefois un endroit où les murs écoutaient mais ne parlaient jamais, où les ombres s'attardaient plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Maintenant, elle respirait à nouveau, et nous aussi. Le verdict n'a pas été rapide, mais il était solide. Comme une porte qui se ferme enfin sur un chapitre qui avait trop duré. Valora a été condamnée à 6 ans de prison d'État. Maltraitance de personnes âgées, falsification de documents, fraude. La voix de la juge était froide et inébranlable lorsqu'elle a lu les chefs d'accusation à voix haute, mais chaque mot a frappé comme le tonnerre. Isolda, dans son tailleur ajusté et ses yeux baissés, a accepté un accord de plaidoyer, 3 ans de probation, un suivi psychologique obligatoire et des excuses publiques forcées. Elles ont été diffusées une seule fois pendant le journal local de 19 h, une seule fois. Après cela, elles ont disparu dans le bruit de fond comme la dernière trace de sa fausse dignité. Aucune d'elles n'était autorisée à s'approcher à moins de 50 mètres de grand-mère à nouveau. Ce n'était pas seulement une ordonnance du tribunal. C'était la paix rendue manifeste. Le lendemain de la condamnation de Valora, j'ai emménagé pour de bon. Pas de grand moment, pas de déverrouillage cérémoniel de la porte. J'ai simplement porté mon sac de sport usé à l'intérieur, j'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre qui était la mienne, et je l'ai déballé pour la dernière fois.
Les murs étaient toujours de ce beige terne, et une légère odeur de lavande persistait, reste d'une des bougies hors de prix d'Isolda. C'était comme un murmure du passé, mais je ne l'ai pas laissé s'attarder. J'ai peint les murs moi-même. D'un vert doux, le genre que grand-mère disait toujours lui rappeler les matins de début de printemps, le genre qui promet quelque chose de nouveau. Le jardin avait été presque étouffé par la négligence, mais il n'avait pas disparu. Petit à petit, grand-mère et moi l'avons ramené à la vie. Ça a commencé par l'arrachage des mauvaises herbes, puis le retournement de la terre, puis de nouvelles plantations. Un après-midi lent à la fois, les hortensias sont revenus. Les tomates ont commencé à bourgeonner. Les soucis ont pointé le bout de leur nez comme de minuscules soleils. Grand-mère avait toujours besoin d'aide pour les marches du porche. Ses genoux n'étaient plus ce qu'ils étaient, mais elle se souvenait de chaque plante, de chaque racine. Ses mains, bien qu'un peu plus tremblantes maintenant, savaient encore comment bercer la terre et nicher chaque fleur avec soin. Elle souriait plus qu'avant, parfois seulement légèrement, parfois pleinement, mais toujours sincèrement. La plupart des matins, je la trouvais dans la cuisine avant moi, debout au même endroit qu'elle avait toujours eu, serrant sa tasse ébréchée préférée, celle avec les merles bleus délavés dessus. Certains jours, elle me demandait quel jour on était. D'autres jours, elle me devançait et me racontait une histoire de quand j'avais 5 ans, ses yeux pétillants comme si je ne l'avais pas déjà entendu 20 fois. Mais elle se souvenait toujours de mon nom, à chaque fois. Ça n'a jamais changé. Dans le petit compartiment de mon portefeuille, plié soigneusement, se trouve une photocopie de la lettre qu'elle m'a laissée dans le coffre-fort. Une dont je ne connaissais même pas l'existence jusqu'à ce que l'avocat l'ouvre. Je la lis souvent. Parfois avant le petit déjeuner, parfois tard dans la nuit quand la maison est silencieuse et que le seul son est le tic-tac de la vieille horloge sur le mur du couloir. « Tu es la seule qui écoute », a-t-elle écrit. Cette seule phrase m'a porté à travers plus de jours sombres que je ne veux en compter. Elle m'a rappelé pourquoi je suis revenu, pourquoi je suis resté, pourquoi je ne suis pas parti quand c'est devenu difficile. Maintenant, je tiens un journal. Ce n'est rien de spécial, juste un carnet à spirale bon marché avec une déchirure sur la couverture. J'y écris tous les 2 jours. Parfois, je documente des choses comme les dates d'audience, les entretiens gênants avec les services de protection des adultes, ou les réunions avec Monica, la nouvelle travailleuse sociale de grand-mère. D'autres fois, je griffonne juste des pensées sur la croissance du basilic dans le jardin, ou sur la façon dont grand-mère insiste pour appeler Alma, Mademoiselle Shore, comme si elle était encore une invitée au lieu d'une voisine qui vit pratiquement à côté. Les dimanches sont devenus notre tradition. C'est le jour où Alma vient prendre le thé. Nous nous asseyons sur le porche dans des chaises qui grincent à la peinture écaillée et nous buvons dans des tasses dépareillées qui ne semblent jamais contenir la même quantité. Nous parlons de tout sauf du passé, exprès. Elle porte toujours sa robe de chambre fleurie comme un insigne d'honneur et parle avec une douce intonation qui cache juste assez d'acier pour vous rappeler qu'on ne plaisante pas avec elle. C'est le genre de personne que chaque petite ville jure avoir, mais que seuls les plus chanceux ont réellement. La maison semble différente maintenant. Elle n'est pas seulement plus propre ou plus silencieuse. Elle semble ouverte, comme si elle avait enfin expiré après avoir retenu son souffle trop longtemps. Elle ne tressaille pas quand quelqu'un entre. Elle ne se prépare pas à l'impact quand une voix s'élève. Elle ne résonne plus de tension. On sent qu'elle est habitée, pas subie. Vivante. Un après-midi particulièrement ensoleillé, j'ai décidé de repeindre la porte d'entrée. J'ai choisi un bleu profond et apaisant, non pas parce que c'était symbolique, bien que je suppose que ça l'était, mais parce que j'avais toujours voulu le faire. Après qu'elle ait séché, j'ai accroché un petit carillon avant à l'auvent. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste quelques pièces de métal poli et de verre coloré. Mais quand la brise le saisit juste comme il faut, il chante le genre de mélodie qui vous fait faire une pause, prendre une profonde inspiration et vous souvenir que tout va bien. Ce soir-là, grand-mère et moi étions assises à l'arrière, sirotant du thé glacé et mangeant des tranches de pastèque sur des serviettes en papier. Le soleil a plongé sous les arbres dans une brume d'or et de rose doux. C'était calme, mais pas vide. « Regrettes-tu d'être revenu ?» a-t-elle demandé soudainement, sa voix graveleuse avec l'âge mais toujours solide comme le roc. Je l'ai regardée, la femme qui m'a tenu la main à chaque genou écorché quand j'étais petite, et puis de nouveau à travers une bataille juridique qui aurait pu briser n'importe qui d'autre. Seulement de ne pas être revenu plus tôt, ai-je dit. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle connaissait déjà ma réponse avant de la poser. Plus tard dans la nuit, après l'avoir aidé à se coucher et m'être assuré que sa lampe de lecture était allumée, je suis retourné à mon bureau. J'ai ouvert mon journal à une page blanche,
J'ai écrit la date et je l'ai fixée pendant un moment. Puis j'ai écrit une seule ligne, certaines blessures n'ont pas besoin d'être oubliées. Elles ont juste besoin d'un endroit sûr pour guérir. Dehors, le carillon avant tapotait doucement dans le noir comme s'il était d'accord avec moi. Parfois, les cicatrices les plus profondes ne sont pas visibles sur la peau. Elles sont gravées dans le silence, dans la trahison, et dans les endroits que nous appelions autrefois notre foyer. Cette histoire ne parle pas seulement de vengeance. Il s'agit de reconquérir sa voix, d'honorer la vérité et de protéger les personnes que nous aimons quand personne d'autre ne le fera. Avez-vous déjà découvert quelque chose que votre famille essayait de cacher? Que feriez-vous si votre silence maintenait quelqu'un d'autre en danger? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. D'autres histoires puissantes comme celle-ci arrivent.